Přeji dobrý večer, dámy a pánové, přátelé knihovny Milana Kundery. Jsem nesmírně rád, že tu dnes mohu přivítat Patrika Šamohaze a Milenu Fučíkovou, dva lidi, kteří patří alespoň v Čechách k sobě, protože Milana Fučíková je překladatelka Patrika Šamohaze. Kdysi jsem měl možnost si povídat s Milanem Kunderou o evropském románu a on propadal skepsi. Říkal, že se mu zdá, že evropský román se zastavil, že už vlastně se nerozvíjí, že je jenom z podstaty, že můžeme ještě dlouho psát romány a dlouho vyprávět, ale ten vývoj evropského románu, zdá se, je u konce. Když si přečtete knihy Patrika Šamohaze, tak zjistíte, že možná evropský román je u konce, ale román má ještě možnost vývoje a způsob vyprávění, způsob narace, který představují texty Patrika Šamohazeho, jsou toho skvělým dokladem. Já jsem měl tu možnost, že jsem si s ním povídal dneska na obědě a on mě seznámil s konceptem organického narrativu. Kdyby náhodou o tom nezačal mluvit sám, prosím, nezapomeňte se ho zeptat, co to je organický narrativ. My jsme nad tím strávili 2 hodiny a myslím, že to bylo málo a že to potřebuje ještě rozvést. Jsem moc rád, že vás tady mohu přivítat a moc se těším na tento večer. Bonjour, Patrick Chamoiseau et bienvenue dans la ville natale de Milan Kundera. Merci d'être ici ce soir avec nous. Je me permets tout d'abord de vous présenter pour passer ensuite aux questions sur vous, sur Milan Kundera et sur le conteur créole. Vous êtes romancier et essayiste. Vous êtes né le 3 décembre 1953 à la Martinique, dans les Antilles, et vous vous définissez comme un créole américain. Vous avez écrit Une enfance créole. Vous avez été consacré par le prix Goncourt pour Texaco en 1992. Vous avez écrit des essais intelligents sur la colonisation française, sur la créolité, sur les migrants, sur Barack Obama et sur le pouvoir magnifique de la littérature. Vous écrivez des récits originaux, poétiques et complexes et vous faites paraître au Seuil Que peut littérature quand elle ne peut. Patrick Chamoiseau, vous êtes l'un des romanciers les plus connus en France et à l'étranger, comme le montrent de nombreuses traductions en anglais, en espagnol, en allemand, en italien et en tchèque. Vous êtes entré en littérature à la fin des années 1980 et vous vous êtes rapidement imposé comme l'une des figures majeures du roman français. Comme essayiste, romancier, auteur de théâtre pour enfants et de contes philosophiques, chantre de la créolité, vous jouez un rôle central dans la vie intellectuelle française et francophone. En 2002, vous avez obtenu le prix spécial du jury RFO du livre pour votre récit majeur, Biblique des derniers gestes, et en 2008, le prix du livre RFO pour Un dimanche au cachot. Vous êtes non seulement romancier, mais aussi héritier, certes critique, de l'imaginaire surréaliste d'Aimé Césaire et de celui inclassable de Saint John Perse et surtout de William Faulkner, l'initiateur de la modernité du récit. Vous êtes lecteur de littérature moderne et passeur de culture créole. Vous faites dialoguer Italo Calvino et Édouard Glissant, Milan Kundera et Rabelais, Rimbaud et Daniel Defoe. Vous êtes d'une haute exigence humaniste, sociale et écologique. Vous avez coécrit 2 essais en collaboration avec Édouard Glissant entre 2007 et 2009, qui s'appellent « Quand les murs tombent, l'identité nationale hors la loi » et « L'intraitable beauté du monde adresse à Obama ». En 2017, vous avez publié un essai philosophique sur le destin tragique de la migration contemporaine intitulé « Les frères migrants ». Et en 2021, vous faites paraître chez Seuil Le conteur, la nuit et le panier sur l'ensemble de votre esthétique romanesque.
Dans votre dernier essai, Que peut littérature quand elle ne peut, vous convoquez un vaste désir imaginant qui peut être transformé par la littérature. Vous vous définissez comme un guerrier de l'imaginaire. Dans Chronique de cette misère de 1986, vous évoquez la vie des jobbers au marché de Fort-de-France qui vivent de petits boulots et cristallisent l'identité créole. Votre grand ami Édouard Glissant a écrit la préface. Le second roman, Solibo Magnifique, de 1988, que vous pouvez acheter ici même dans la salle de la conférence, traduite en tchèque, a été publié avec une postface écrite par Milan Kundera. En 1992, vous remportez le prix Goncourt pour Texaco. Le personnage principal de cette grande chronique romanesque est une femme, Marie-Sophie Laborieux, qui, depuis son quartier Texaco de Fort-de-France, raconte l'histoire de la Martinique depuis l'esclavage à la modernité urbaine. Ma première question pour vous porte sur le conteur créole. Le conteur créole vous a inspiré le personnage principal dans Solibo Magnifique. Est-ce que le conteur est toujours si important aujourd'hui pour vous et pour votre poétique? Oui, merci. Merci à tous pour votre présence. Merci à la Bibliothèque Kundera de m'avoir invité. La question du conteur créole est importante pour moi dans la mesure où je considère que le conteur créole est le père de la littérature des Amériques. Alors pourquoi c'est le père de la littérature des Amériques? Il faut imaginer que dans la Caraïbe et dans les Amériques, ce qui s'est produit, c'est le phénomène de découverte du Nouveau Monde. Et ensuite, on a le processus de colonisation des îles et du continent. Et dans ce processus de colonisation, ils vont commencer à mettre en place l'exploitation des richesses de la zone. Et pour exploiter les richesses de la zone, ils vont mettre en place un système de plantation. On va planter du coton, du tabac, du sucre, etc. Donc, ils ont essayé de réduire les Amérindiens qui étaient sur place, de les réduire en esclavage pour qu'ils travaillent dans les plantations. Ça n'a pas marché. Et ils ont eu l'idée d'aller chercher des millions d'Africains, de les ramener par la traite négrière qui a duré plusieurs siècles. Et ils ont ramené plusieurs millions d'Africains qui ont été mis dans le système des plantations, dans les îles et dans le continent. Et ce processus a couvert pratiquement toutes les Amériques et la Caraïbe. Les Africains qui ont été capturés étaient mélangés, c'était des ethnies différentes. Ils prenaient les gens sur la côte occidentale de l'Afrique, des ethnies différentes, ils les mélangeaient dans les bateaux et ils les répartissaient dans les plantations. Ce qui fait que les Africains qui arrivent dans la plantation esclavagiste des Amériques vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Alors, ce truc, c'est l'esclavage de type américain. Dans l'Antiquité africaine, on a un esclavage traditionnel. Les villages, les ethnies se font la guerre, on prend des guerriers, etc. On avait la traite subsaharienne, c'est-à-dire les Arabes venaient puiser de la main-d'œuvre dans la partie subsaharienne et ramenaient pas mal. Mais quand on examine la situation de celui qui était jeté en esclavage, ça ressemblait à un statut juridique. C'est-à-dire on pouvait être mis en esclavage et on pouvait sortir de l'esclavage. Ce que les Occidentaux vont inventer lorsqu'ils vont prendre des millions d'Africains pour les amener dans les Caraïbes et les Amériques, ils vont inventer un esclavage dont on ne peut pas sortir. C'est-à-dire, c'est tout un phénotype, le phénotype nègre, qui va devenir synonyme d'esclave et d'esclavage. Ce qui fait que lorsque vous êtes esclave dans la plantation des Amériques et de la Caraïbe, vous êtes complètement déshumanisé. C'est votre nature. Et c'est là qu'on dit que les colonialistes, les esclavagistes,
ont inventé le nègre qui est un demi-animal. Ils vont inventer une Afrique sauvage barbare pour justifier l'injustifiable de ces millions de personnes qui étaient réduites à l'exploitation capitaliste du sucre et des ressources. Ce qui fait que confrontés à cette déshumanisation profonde qui n'existait pas dans le passé, ils vont devoir résister. Mais la déshumanisation est tellement importante qu'ils vont devoir renaître autrement. Et ce qui va se passer, c'est que toutes ces ethnies africaines qui se retrouvent dans la plantation, ces esclaves, à un moment donné, ils sont obligés de vivre ensemble. Et ce qui va se passer, c'est que la nuit sur la plantation, on va leur permettre de se réunir en veillée. Et au cours de ces veillées, ils vont jouer de la musique, ils vont danser, ils vont chanter. Et ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, il y a un esclave qui va se dresser et qui va commencer à parler. Ça va être le conteur. Et ça, c'est important parce que tous ces esclaves africains, ces Africains d'ethnies différentes, de langues différentes, de dieux différents, qui sont mélangés, donc ils n'ont plus de langue, ils n'ont plus de dieu, ils n'ont plus de culture, ils sont complètement réduits à des traces de culture africaine, des traces de langue, des traces de symboles. Tout ça est mélangé en une sorte de magma anthropologique. Ils sont là et ils doivent résister, ils doivent se réhumaniser. Alors, leur processus de réhumanisation a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été la mémoire du corps. La mémoire du corps, c'est la mémoire de la danse. Les esclavagistes se disaient, c'est bien, ils dansent, ils sont contents, donc ça va. En fait, quand ils dansaient, ils retrouvaient à l'intérieur d'eux les traces des cultures africaines perdues. Les communautés archaïques inscrivaient leur autorité dans le corps à l'époque, avec tous les rituels qui étaient très souvent chantés et dansés. Donc, ils vont se mettre à chanter et à danser pour retrouver l'africanité perdue. Et ils vont aussi se mettre à retrouver, toujours dans la mémoire du corps, la polyrythmie africaine. Ce qui fait que dans la plantation, très vite, on aura le tambouillé, polyrythmie africaine, on aura le danseur, et le danseur est puissant. En quoi le danseur est important? C'est que celui qui est capturé en Afrique et qui est réduit à l'animal dans la plantation, il n'est plus propriétaire de son corps. Il a perdu son corps, il a perdu son humanité, mais il a perdu son corps. C'est-à-dire on peut le frapper, on peut le violer, on peut le tuer en toute impunité. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va commencer à danser? Danser, c'est quelque chose de très puissant. Parce que quand il danse, il reprend possession de son corps. Il réinstalle dans son corps une autorité intime. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un mode de résistance qui est passé inaperçu. Mais celui qui dansait et qui faisait danser les autres avec lui retrouvait une autorité sur leur corps. Et celui qui jouait le tambour aussi, il ramenait de vieux rythmes africains qui étaient restés dans sa mémoire et dans son corps. Et en jouant, en improvisant sur le tambour, il va devenir un créateur. Et c'est ça qui est important dans la résistance qui va se mettre en place dans la plantation. C'est que lorsqu'ils dansent et lorsqu'ils jouent du tambour et lorsqu'ils vont se mettre à chanter, ils vont devenir des créateurs. C'est ça. Quand on est dominé, quand on est exploité, quand on est réduit à l'animal, ce qu'on perd, c'est la capacité de créer. Toutes les formes de domination entraînent une annulation de la créativité. Ce qui fait Homo sapiens, c'est que c'est un créateur de monde. Et progressivement, les esclavagistes ne vont pas se rendre compte que ces hommes, en jouant de la musique, en dansant, en chantant, étaient en train de redevenir des hommes. Et c'est le fait qu'ils jouaient de la musique, qu'ils dansaient, qu'ils chantaient, que la résistance, les nègres marrons, les révoltes allaient commencer à se développer. Mais tant qu'ils étaient créateurs dans la musique, dans la danse et dans le chant, ils n'avaient pas de langage commun. Il n'y a pas la parole. Ils ont perdu leur langue. Ils n'ont pas de langue. Ils ont la langue de la plantation qui est la langue créole,
mais c'est la langue de l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette réhumanisation collective va un moment chercher sa parole. Et la parole de ce nouveau peuple qui était en train de naître, ça sera le conteur créole. Et le conteur créole, il va prendre la langue créole, qui est la langue de l'esclavage, hein, on donne des ordres, etc. Hein? Et il va commencer à raconter, apparemment ce qu'on dit, il raconte des contes, etc. Et le fait qu'il prenne la parole de manière interactive, c'est-à-dire il va parler, mais il va solliciter le public va lui répondre, et ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une création collective à partir d'un langage nouveau dans la langue créole. Et c'est ça qui est puissant. Ce qui fait que le conteur créole est un artiste qui va doter une nouvelle communauté d'hommes qui est en train d'apparaître dans la résistance à l'esclavage. Il va les doter d'une expression. Et c'est là qu'on aura toute l'oralité créole, l'oraliture créole qui va se mettre en place. Et ce qui est important à considérer pour le conteur créole, c'est qu'il est dans une situation qui ressemble à la nôtre. Alors, quelle est la situation du conteur créole? Il se trouve à un moment où il y a un monde qui s'effondre. Alors, c'est quoi l'effondrement du monde? C'est que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Donc, un nouveau continent d'une richesse incroyable. Le monde s'effondre parce que des millions d'Africains ont été arrachés, mélangés, et ils se sont retrouvés déshumanisés sur tout le continent américain, dans toutes les îles. Donc, le monde ancien de l'Afrique s'est effondré pour eux. Plus de culture, plus de langue, plus de Dieu, etc. Et ce qui va se produire, c'est que la découverte du Nouveau Monde par l'Occident colonialiste va entraîner une telle accumulation de richesses en Occident et en Europe qu'on aura un développement hyper rapide du capitalisme. Donc, Nouveau Monde, accumulation de richesses, accélération du capitalisme qui va provoquer une accélération du phénomène d'industrialisation technique, et on va basculer du monde ancien à un monde globalisé mené par le capitalisme. C'est-à-dire tout un monde s'effondre et un nouveau monde est en train d'apparaître dans les Amériques. Et quand le conteur se met à parler, il se met à parler entre deux mondes. Et c'est exactement la situation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un monde qui s'effondre, un monde dominé par le capitalisme. On voit bien les aberrations, la démence extrême du capitalisme qui est en train d'affecter le métabolisme de la planète, de menacer le vivant, de menacer l'espèce humaine et de produire une situation qui est absolument intenable. C'est-à-dire que nous sommes collectivement en danger. Il y a un monde qui est en train de se développer. Et les développements technologiques font que personne ne sait dans quel monde nous allons vivre dans les 50 ans qui viennent. Changement climatique plus accélération technologique, plus démence du capitalisme, nous sommes en train de plonger dans l'inconnu, exactement comme pour le conteur créole. Alors je me suis dit que si on a un artiste qui développe une esthétique, c'est-à-dire une boîte à outils de créateur, et que cette esthétique se trouve dans des conditions tellement semblables à la nôtre, qu'il était intéressant d'aller voir ce qu'il a dans sa boîte d'outils pour voir si ça peut nous servir aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le conteur La Nuit et le Panier. Donc, le conteur créole, ce qui est important de considérer, c'est qu'il se levait la nuit. Généralement, les esclaves faisaient une veillée quand il y avait un mort. Les esclaves mouraient beaucoup. Ils travaillaient tellement que quand il y avait un mort, les maîtres permettait aux esclaves de veiller le mort. Et il restait toute la nuit. C'était une tradition africaine, etc. Et le conteur, il se levait et il parlait toute la nuit. C'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se lève, il ne fallait pas laisser la famille du mort seule avec la mort. On devait l'accompagner collectivement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va parler toute la nuit. Toute la nuit. Et ce qui va se produire par la suite, lorsque les anthropologues et les ethnologues vont s'intéresser au conteur créole, on va aller chercher
recueillir dans ce qu'ils avaient dit, et on va découper ce qu'ils disaient en petits récits. Et ces petits récits s'appellent des contes. Et on a dit, on l'appelle conteur parce qu'il raconte des contes. Or, c'est absolument faux. Ce que le faisait le conteur créole, quand il commençait à parler et qu'il s'arrêtait à l'aube, il développait un fleuve narratif. Il chantait, il dansait, il mimait. C'était une espèce d'expression totale, une créativité totale. Et c'est cette créativité-là qui est fondamentale pour moi parce que cette créativité multiforme et totale rejoint la base de l'esprit de l'Homo sapiens qui était confronté à l'impensable du réel. Quand la conscience réflexive va apparaître chez Sapiens, il aura conscience de lui et il aura conscience de lui dans le monde. Il va être tellement épouvanté par le fait de ne pas comprendre l'existant, ne pas comprendre le réel, qu'il y aura deux sentiments. Il y aura le sentiment du sacré, le sentiment du divin, etc., qui va donner tout ce qu'on sait en matière de symbolisme, de religion, etc. Et puis, il y aura le sentiment de terreur. Et pour échapper au sentiment de terreur, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas le soleil, on ne comprend pas la mort, on ne comprend pas la vie. Sapiens va déclencher une capacité narrative absolument incroyable. C'est exactement ce qui distingue l'Homo sapiens de l'animal. C'est la capacité à se créer des mondes. Et Sapiens va entrer en narration. La narration de Sapiens, les mythes fondateurs, enfin, les légendes, les sagas, etc., vont créer pour Sapiens une réalité habitable, beaucoup plus confortable, explicable et vivable que l'impensable du réel. Ce qui fait que la narration est à la base de l'esprit de Sapiens, à la base de son rapport au monde et à la base de son intelligence et de sa créativité. Exactement ce que faisait le conteur créole. En se levant dans la condition de déshumanisation totale du système des plantations, le conteur va renouer, non pas avec les petits récits des contes, il va renouer avec la narration fondamentale qui habite l'esprit humain. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, j'analyse tout ça et je me dis c'est le père de la littérature créole. Mais la littérature créole, elle naît dans des conditions d'une telle modernité que la pratique du conteur créole peut nous aider, nous, artistes contemporains, confrontés à l'impensable de ce que nous vivons. Il nous faut créer un autre monde, il nous faut imaginer un autre monde. Nous avons besoin de cette esthétique-là. Et c'est pourquoi je pense que le conteur créole est fondamental. Merci beaucoup. Ma deuxième question porte sur Milan Kundera. J'aimerais savoir quelle réflexion ou quel roman de Milan Kundera fait partie encore aujourd'hui de votre bibliothèque sentimentale, de votre sentimenthèque, comme vous aimez à définir la bibliothèque du sentiment. Oui. Alors, un écrivain, c'est une bibliothèque. Donc, c'est des centaines de lectures, des milliers de lectures et des centaines de livres. Mais un jour, je me suis rendu compte que si j'avais beaucoup de livres, tous les livres n'avaient pas la même importance. Et qu'il y avait des livres dans ma bibliothèque qui m'avaient touché de manière particulière, pour X raisons. Ça ne veut pas dire que ça soit un grand livre, un petit livre, un petit roman policier, un roman de science-fiction, un poème, enfin bon. Il y avait des livres comme ça qui m'avaient changé, moi, donc qui avaient accompagné mon développement sensible. Et les livres qui, dans votre bibliothèque, vous ont accompagné, c'est votre sentimenthèque, c'est-à-dire une bibliothèque du sentiment, une bibliothèque déterminante. Donc, il y a toujours dans une bibliothèque une sentimenthèque. Alors, quand vous entrez chez vous, essayez de voir, ce n'est pas toute la bibliothèque. Il y a de grands auteurs qui ne sont pas dans ma sentimenthèque parce que je ne les ai pas rencontrés. Et puis, il y a un auteur comme San Antonio qui écrit des romans policiers. Il est rentré dans ma sentimenthèque. Pourquoi il est rentré dans ma sentimenthèque? Parce qu'il écrivait en argot français et il faisait de la langue quelque chose qui était tellement époustouflant, il la modifiait tellement
que ça ressemblait à Rabelais, mais un Rabelais qui serait moderne. Et moi, j'étais dans une situation où on me disait de sacraliser la langue française. Et le fait de lire quelqu'un qui faisait n'importe quoi avec la langue française m'a complètement libéré. Donc, il est dans ma sentimenthèque. Donc, il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui sont importants pour moi et qui sont dans ma sentimenthèque. Kundera est dans ma sentimenthèque. Il est dans ma sentimenthèque, pas parce qu'il est tchèque, il n'y a aucun rapport. Il est dans ma sentimenthèque parce que ce qu'il dit du roman, de la fonction du roman, c'est absolument extraordinaire. Il dit que par l'art romanesque, on rentre dans des processus d'exploration des complexités de l'existence. Voilà, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental. Ça veut dire que l'objet de l'art, aujourd'hui, de tous les arts, littérature, etc., c'est d'explorer les situations existentielles que nous vivons, nous, êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être humain? Quelle est cette complexité que ça veut qu'être humain? Comment vivre en humain alors qu'on va mourir? Enfin, toutes les questions sont là. La question existentielle humaine est absolument fondamentale. Et les grands artistes, les grands musiciens, les grands plasticiens, les grands poètes et les grands romanciers, etc., les grands cinéastes, nous apprennent à vivre, nous apprennent à nous dépatouiller avec la mort, avec enfin, tout ce qui habite la situation humaine. Et la situation existentielle humaine, elle se déroule dans un contexte qui est le contexte planétaire. C'est-à-dire que la littérature explore, pour Kundera, l'humaine condition, les situations existentielles, et la situation planétaire, la situation mondiale. Ce qui fait qu'on a deux échelles, l'infini de la complexité humaine et l'infini du gigantesque biotope de la planète et du cosmos. Et ça du coup, Kundera, il est rentré directement parce que nous avons besoin de ça. Que fait le conteur créole quand il se lève dans la plantation la nuit? Il va explorer une situation existentielle. Il va contester la colonisation et l'esclavage parce qu'il va dire aux esclaves, mais attention, vous êtes dans une situation de laquelle il faut sortir. Et il va leur décrire, il va leur faire ressentir leur déshumain, le fait qu'ils soient plongés dans une... C'est pas clair, lorsqu'on est dominé, on ne perçoit pas sa domination. Et lorsqu'il va explorer cette situation existentielle, exactement comme le dit Kundera, il va révéler l'insupportable, c'est-à-dire nous sommes dans une souffrance permanente, ce n'est pas acceptable, nous existons, nous devenons créateurs de nous-mêmes, etc., etc. Il va enclencher un processus de changement. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Ce que peuvent les arts et ce que peut la littérature, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a eu les perversions de la narration, la perversion de la narration, c'est quand la narration, le fait d'être confrontée à la complexité du réel et d'essayer d'expliquer un peu cette complexité inatteignable par un processus narratif, Sapiens se raconte des histoires et il habite sa narration. Ce qui va se produire, c'est que le formidable processus de narration va progressivement se réduire en récit. Par exemple, le mythe fondateur des communautés, c'est de la narration. Le mythe n'est pas un récit, c'est de la narration, c'est-à-dire c'est un récit symbolique. Le symbole est très ouvert. Et ce qui va se produire avec le mythe fondateur, on aura toute une série de petites histoires, de petits récits, jusqu'à l'histoire de la communauté, qui là, c'est un récit. Le récit, c'est quand la narration se met au service d'un pouvoir. Au service, chaque fois que vous avez un récit, vous avez non seulement une simplification du réel, mais vous avez une même mise sur un imaginaire pour mettre cet imaginaire au service de ce qui domine la réalité. Et en quoi l'artiste est important? C'est que l'artiste de la narration, les écrivains sont des artistes de la narration. Si l'artiste de la narration fait un récit,
il se met au service d'un pouvoir, d'une petite réalité. Si, en revanche, il fait comme le conteur créole, il entre dans un organisme narratif, pas un roman, hein, pas un conte, hein, pas un organisme narratif, c'est-à-dire une espèce de prolifération organique de la narration, et qui regarde non pas la réalité, mais en dehors de la réalité, c'est-à-dire vers le réel. Et dans le réel, il y a toutes les potentialités, tout le possible se trouve dans le réel. Les réalités enferment. Par exemple, le grand récit esclavagiste disait « les Noirs sont des demi-animaux, c'est normal qu'ils soient, etc. Quand on vous met en esclavage, on vous civilise, on vous christianise, on vous fait du bien. » Et il faut imaginer qu'à l'époque, le discours, le grand récit colonial disait « mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour l'Afrique d'amener la civilisation, d'amener la culture, d'amener en fait tout ce que vous voulez. C'est un récit, c'est un grand récit. Lorsque la narration du conteur va arriver, ça ne sera pas un récit, ça sera un organisme narratif qui va aller chercher dans les réalités de l'existence humaine, les réalités du monde, tout le possible de l'existence, va chercher de nouvelles possibilités. Et en cela que la narration fait sauter le récit. Vous voyez la puissance. Ce qui fait que c'est ça Kundera. Kundera, en disant que le roman nous dit, il dit ça dans l'art du roman, le roman nous dit toujours les choses sont bien plus complexes que tu ne l'imagines. C'est ça. C'est-à-dire que le roman ne porte pas de réponse, la narration ne porte... Ce qui porte des réponses, c'est le récit. Ce qui simplifie, c'est le récit. Ce qui va nous faire prendre des torchons pour des serviettes, c'est le récit. En revanche, la narration laisse la complexité en place. Et la narration identifie des forces qui sont en œuvre, force de domination, force de répression, force de ceci, force de cela. Et à partir de ces forces, va nous provoquer des formes esthétiques et artistiques qui vont mettre notre imagination en branle et nous permettre d'imaginer d'autres possibilités que la possibilité que nous impose le grand récit. Vous voyez un petit peu là. Et c'est ça qui est l'importance de Kundera. Aujourd'hui, pour apprécier la puissance d'une littérature, ou la puissance d'un roman, ou la puissance d'un auteur, il faut essayer de deviner en quoi il nous permet de vivre la réalité contemporaine. Et la réalité contemporaine, c'est quoi? Depuis la colonisation, la globalisation capitaliste, le développement technologique, le fait que nous habitions à l'échelle d'une planète totale, la modernité contemporaine, c'est que nous sommes des sociétés d'individus. Ce qui élève nos enfants aujourd'hui, ce n'est pas ce qui élevait nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Ce n'est pas un absolu linguistique, un absolu culturel, un absolu de cuisine. C'est vraiment des stimulations qui viennent de toute la planète, des écrans de partout, etc. Nous entrons à une échelle qui est l'échelle du monde. Donc nous sommes des sociétés d'individus où nous devons réaliser ce que nous sommes, non pas avec le prêt-à-porter existentiel communautaire, mais avec notre propre expérience de développement personnel dans la matière du monde. Nous devons développer notre éthique tout seul. Nous n'avons pas un prêt-à-porter, une morale prêt-à-porter donnée par la communauté. Nous devons tout faire nous-mêmes. Et c'est ça qui est absolument important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la narration, ce qu'elle doit nous apporter, elle doit nous apprendre à construire de manière individuelle notre architecture de principes, de valeurs et notre éthique à une échelle qui n'est plus mon clocher, ma peau, mon histoire, mon ceci, etc., ma nation, mais à une échelle qui est l'échelle du monde. Et c'est ça qui est... Ce qui fait que pour mesurer l'importance de Kundera, ce n'est pas de se dire, mais est-ce qu'il est resté en Tchéquie? Non. C'est de mesurer à quel point cette littérature qui vient d'ici nous aide à vivre à une échelle qui est une échelle déterminante. Ce qui fait que Kundera, il est aussi martiniquais. Il est tchèque, il est martiniquais, il est caribéen, il est américain, il est africain. Il est valable pour tous.
Et c'est ça la puissance du truc. Ce qui fait que tout le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de comprendre que les anciens absolus identitaires ne fonctionnent plus. Un écrivain ou les familles d'écrivains ne peuvent pas se déterminer sur des bases, les vieilles bases identitaires. Pour comprendre, il faut par exemple, je suis de peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel blanc de la Caraïbe, comme Garcia Marquez ou Faulkner, que d'un écrivain africain. Même si, du fait de ma peau noire, j'ai des solidarités évidentes avec les littératures africaines. J'écris en français, mais je suis plus proche de n'importe quel hispanophone, anglophone, créolophone, lusophone des Amériques et de la Caraïbe que de Modiano ou d'un écrivain français. Ce n'est pas la langue qui donne la fraternité. Ce n'est pas non plus le territoire. Je suis né en Martinique, mais je suis plus proche d'un auteur américain ou d'un auteur... il y a un type que j'adore qui est un Islandais. Qu'est-ce que ça a à voir? Simplement parce que les structures d'imaginaire, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas la langue, ce n'est pas le nationalisme, ce n'est pas le territoire. C'est vraiment quel est le rapport de cet écrivain, c'est-à-dire comment son expérience de construction de lui-même, de son éthique, de ses valeurs, de son principe, etc., dans la matière du monde, comment ces principes-là ressemblent à mes principes. Ce sont les structures d'imaginaire qui vont créer les fraternités. Ce qui fait que Kundera, il est aussi tchèque que martiniquais, que français. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça l'équation. Et pour comprendre l'importance d'un auteur comme ça, il faut que nous ayons les modalités de l'imaginaire de la relation. La grande exigence culturelle contemporaine, c'est de comprendre l'imaginaire de la relation, c'est-à-dire comprendre que nous ne sommes plus dans des situations monolithiques où je suis né là, je vais mourir là. Non, je suis né là, mais ce que j'ai récupéré comme richesse ici, c'est avec quoi je vais remplir ma valise, ça sera ma source et ma ressource. Pour quoi faire? Pour vivre mon aventure dans la matière du monde. C'est ça. Tous nos enfants, quand ils naissent, ils ne naissent pas en Tchéquie, etc. Ils naissent à partir de Tchéquie, mais ils naissent directement au monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fonction de son développement affectif, il y aura deux possibilités. Ou il reste en Tchéquie, et puis il continue, il essaie de construire comme il peut, etc., puisqu'il reçoit les stimulations de partout. Il se met en relation à partir de la Tchéquie. Ça, c'est encore un cas envisageable. On peut rester en relation à partir de la Tchéquie. Mais à partir de la Tchéquie, on peut aussi partir. On peut aussi partir, et en partant, ce que j'ai gardé de la Tchéquie va nourrir mon expérience. Ce qui fait que quand nous lisons les auteurs, nous ne pouvons plus les assigner à une nation, à une langue, à un phénotype, à un ceci. Nous ne pouvons que les assigner à leur relation. Et c'est leur manière de vivre la relation qui va nous aider, nous-mêmes, à construire notre rapport à la relation. Vous voyez, c'est ça l'importance. Voilà. Écrivain, Kundera, c'est un écrivain de la relation. Merci beaucoup. Je vais évoquer un autre grand auteur qui a été important, qui est toujours important pour vous. Il s'agit de votre ami Édouard Glissant, qui justement était philosophe de la relation, penseur de la diversité, poète et romancier martiniquais comme vous. Et il a bien souvent évoqué la distance, peut-être une certaine méfiance vis-à-vis des grands récits historiques, justement, que vous avez déjà évoqués un petit peu dans vos réponses précédentes. Parce qu'il disait, il pensait qu'il s'agit des histoires, souvent des histoires des puissants. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce que vous apportez une nuance à cette réflexion-là? Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que lorsque l'Homo sapiens a entamé son processus narratif qui le caractérise et que ça a dégénéré en des modalités de puissance, de pouvoir, pas de puissance. La narration, c'est une puissance. Parce que dans la narration, il y a des potentialités infinies. Le récit, c'est un pouvoir. Le récit organise, simplifie le réel
et puis nous fait croire à des trucs et on s'inscrit dans un imaginaire et on peut se retrouver dominé. Les Africains qui étaient arrachés à l'Afrique et qui étaient mis en esclavage dans les Amériques avaient intériorisé le récit colonial. Ils pensaient que c'était l'ordre du monde, la fatalité. Et aujourd'hui, pratiquement tous les peuples du monde ont intériorisé le fait que le grand récit occidental, qui c'est qui raconte le monde aujourd'hui? C'est pas la Chine, c'est pas l'Afrique, c'est l'Occident. C'est-à-dire que c'est le récit occidental auquel est allié le capitalisme qui fait la musique générale narrative. Donc c'est un grand récit. Le grand récit occidental a emprisonné, a diminué la narration collective de l'expérience humaine et impose un pouvoir occidental. Vous voyez? Ce qui fait que le grand récit, c'est véritablement l'ennemi. Et la difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, la littérature réagit comme Sapiens a toujours réagi. Sapiens, lorsqu'il était confronté à la complexité du réel, ça devient dangereux, inhabitable, on ne comprend pas. On essaye de simplifier, on va symboliser, on va donner des réponses, on va développer des postulats scientifiques, on se crée une réalité habitable. Et une fois que la réalité est habitable, on s'enferme là-dedans et on se coupe de la complexité du réel. Et le grand récit, c'est absolument ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes sortis du confort de la communauté close. Quel que soit l'endroit où on habite, quelle que soit l'idée qu'on se raconte, on sait que le monde est là. Pourquoi le racisme de l'extrême droite a tellement d'impact? C'est parce que tous les gens savent que la diversité du monde est au bout de la rue et dans le quartier, etc. Tout ça, c'était loin. Mais aujourd'hui, les cuisines se rencontrent, les symboles se rencontrent, les musiques balayent. Le monde est là. Et ce monde, d'une complexité telle, est très proche de la complexité du réel. Et quand il y a une telle complexité, que font la plupart des écrivains? Récit. C'est-à-dire, petit récit, on revient à une forme qui n'a plus la puissance de la narration, mais qui se met progressivement au service d'un imaginaire qui est un imaginaire amoindri. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la tâche de la littérature, c'est de renouer avec la narration. Et c'est pourquoi j'ai cessé d'écrire sur mes livres, romans, etc. Je mets organisme narratif. Un organisme, c'est un ensemble, une composition, comme disait Deleuze. Il faut regarder l'idée de composition, d'agencement. Un agencement narratif particulier qui n'est pas au service d'une simplification du réel. Il se rappelait que Kundera disait « le roman rend les choses beaucoup plus complexes », toujours rendre les choses plus complexes. Mais la narration laisse la complexité du réel en place et nous apprend à vivre avec l'incertitude, avec l'imprévisible, avec le surgissement de la différence. C'est ça qui nous manque. Nous sommes tellement habitués au confort communautaire que quand la diversité arrive, nous nous réfugions dans l'extrême droite qui veut fermer les portes, fermer les fenêtres. On devient un intégriste linguistique, un intégriste religieux, un intégriste racial, parce qu'on veut fermer, on veut retrouver l'ancien confort. Or, aujourd'hui, il nous faut apprendre à ouvrir les portes, parce que la diversité ne nous menace pas. Quand on regarde les écosystèmes vivants, ce sont des équilibres ouverts. Dans la vie de base, il n'y a pas un seul écosystème qui soit un système clos. Tous les écosystèmes vivants sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire que les données entrent. Et que dans un écosystème, le principe, c'est le changement. C'est l'équilibre permanent des forces. Ce qui fait que la notion d'identité, que les identitaristes qui veulent fixer une identité, ils ne se rendent pas compte que si on fixe une identité, elle n'est plus vivante. Ça veut dire que si votre identité est fixe, c'est que vous êtes mort. Si vous continuez à vivre, vous continuez à rencontrer la diversité du monde. Et quand on retrouve des données différentes, on vient l'autre, on change, on évolue, on se modifie. Je peux changer en échangeant sans pour autant me perdre ou me dénaturer. Ce qui fait que quand je rencontre l'autre, ce qui va se passer, c'est que
ce n'est pas que je vais me perdre ou me changer, c'est que je vais augmenter, je vais ajouter quelque chose à moi-même. Vous voyez? Ce qui fait que la rencontre relationnelle, la rencontre avec le divers, c'est quelque chose qui nous permet d'ajouter des choses à nous-mêmes et d'obtenir une continuité dans ce changement. Ce qui fait l'identité, c'est la capacité à entrer en devenir relationnel avec la diversité du monde. Vous voyez, ça change tout. Ce qui fait que le principe de la relation, j'invite tout le monde à essayer d'aller voir dans les livres de Glissant ou dans ce que j'ai pu écrire, essayer de bien comprendre cette notion de relation. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi partout dans le monde, il y a cette peur. Le monde est là. Le monde assaille tout le monde. Et tout le monde veut retrouver les vieux absolus identitaires, linguistiques, religieux, raciaux, etc. Ça, c'est la mauvaise manière de faire. Il nous faut apprendre à vivre en relation, à nous grandir en relation, à changer en nous augmentant, en nous amplifiant dans la relation. Et ça, politiquement, ça va changer beaucoup de choses. Ce qui fait que le principe de l'action culturelle contemporaine et le principe de la politique, la vraie politique, pas les trucs populistes qu'on a actuellement, la vraie politique, c'est tout à fait le contraire de ce que fait Trump. Trump, il se rétracte, c'est la communauté, c'est moi, c'est etc. Alors que la relation, c'est cette possibilité de vivre en comprenant que l'accomplissement de l'autre. Trump a l'impression qu'en massacrant tout le monde, il pourra s'épanouir. Mais quand on massacre tout le monde, il y a un appauvrissement général et on finit par s'appauvrir. On n'a aucun exemple dans un écosystème vivant où l'écosystème est massacré. Et puis non, quand l'écosystème s'effondre, c'est tout le monde qui s'effondre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui fait que l'idée de la relation est absolument fondamentale pour nous. Et c'est ce que dit Glissant. Glissant, dès les années 50, quand les gens ont commencé à lutter contre la domination occidentale, qu'on a eu les processus de décolonisation, la lutte pour les indépendances, les guerres coloniales, il a dit, bon, c'est bien, mais l'idée n'est pas de brandir mon identité monolithique face à l'identité dominatrice de... C'est pas ma langue contre ta langue, ma peau contre ta peau, mon Dieu contre ton Dieu, non. Il a dit dès les années 50, attention, nous sommes obligés aujourd'hui de vivre en relation et que nous devons redéfinir un petit peu toutes les modalités de nos rapports pour vivre véritablement ce qui va se produire. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le grand sujet, le plus grand objet esthétique, artistique, historique que nous connaissons aujourd'hui, c'est la relation. Merci beaucoup. Vous êtes venu de la Martinique. Ici, la Martinique, c'est une île antillaise. J'aimerais savoir quelle est votre relation justement avec les îles voisines dans la Caraïbe et peut-être aussi quel est le projet La Martinique aujourd'hui. C'est une vaste question et triste question en même temps. La Martinique a raté le processus de décolonisation dans les années 40-50. Les peuples dominés par l'Occident se sont libérés, etc. Bon. Le problème des indépendances qui se sont faites dans les années 50, c'est qu'ils se sont débarrassés de la domination formelle de l'Occident, mais ils ont laissé en place l'intention occidentale sur le monde. Ce qui fait que ceux qui ont réaccédé à l'indépendance se sont retrouvés dans un monde occidental capitaliste et la domination est restée en place. Ça, c'est une problématique. Alors, on a chanté les indépendances, mais bon, il fallait penser la relation. Il fallait non pas entrer en indépendance, parce que dans la relation, ce n'est pas la déclaration d'indépendance, c'est la déclaration d'interdépendance. C'est-à-dire, on entre dans un niveau de complexité qui fait que mon accomplissement va se faire dans le respect que j'aurai pour ton accomplissement. Le colonialisme, le capitalisme ne respecte pas l'accomplissement de l'autre. Le principe du capitalisme, c'est le profit maximal, la croissance rapide et continue. C'est Trump. Trump, c'est je fais de l'argent, je taxe, etc. Je veux augmenter ma puissance et je vais taper tout. C'est ça, c'est exactement une démence capitaliste qui est poussée à l'extrême. Ce qui fait que dans la relation, je ne peux envisager mon accomplissement que si je veille à ton accomplissement. Je ne peux pas
me construire dans une solitude au monde. Je ne peux me construire que dans un écosystème relationnel du monde, où ton bien-être servira mon bien-être et mon bien-être servira ton bien-être. Et là, on est dans une autre logique. D'accord. J'ai une dernière question et après je laisse la place au public. Dans vos essais et dans vos romans, vous vous exprimez comme un grand poète. Qu'est-ce qui vous enchante dans le monde? Alors, je ne suis pas poète. J'ai cru longtemps que j'étais poète, mais je ne suis pas poète. Moi, je pense que ce qu'on appelle la poésie, c'est une formalisation de la perception poétique. Il y a des règles dans la poésie. On se dit, bon, je vais écrire un poème. Et les gens qui écrivent des poèmes, ils ont une espèce de code dans leur tête, le code poème. Ouais, je ne suis pas romancier, je suis poète, ils font des poèmes. Mais moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que on a deux éléments. On a la réalité, où il y a un pouvoir, un grand récit qui installe un pouvoir, et puis on a le réel. En face du réel, l'Homo sapiens avait laissé des observateurs. L'observateur, bien sûr, c'est le scientifique, etc., mais il avait laissé le chaman, le sorcier, celui qui interroge l'invisible, celui qui regarde l'infini mystère et l'infini impensable du réel, et qui essaye de ramener des choses, d'être attentif, et qui ne s'enferme pas dans le prosaïque de la réalité. Et le chaman va donner le poète. Le rapport à la complexité du réel demande ce qu'on appelle un état poétique. Vivre en état poétique, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à une utilisation prosaïque ou à une perception prosaïque des choses. Il y a deux choses dans Sapiens. Le prosaïque, manger, boire, survivre, se reproduire, être en sécurité. Ça, c'est le prosaïque. Et nous passons beaucoup de temps à ça. Mais il y a une autre partie qui est l'amitié, l'amour, l'observation, la contemplation, l'admiration, l'émerveillement, enfin bon, tout ce qui fait l'humain. Et le chaman était de ce côté-là. L'incantation chamanique, c'est déjà un poème. La prière, c'est déjà un poème. Et lorsque le poète va apparaître, il va être celui qui, en face du réel, va essayer de trouver de nouvelles possibilités, des lunes de fuite. Deleuze appelle ça des lignes de fuite, et il va nous les ramener dans les étroitesses de la réalité. C'est en cela qu'un poème vient élargir, écarter les murs de notre perception, de notre petite réalité. Mais le plus important dans le poète, c'est pas le poème, c'est son état. C'est-à-dire la capacité à vivre non pas dans le pur prosaïque, mais à s'émerveiller, à être en capacité de contemplation. À la base de la connaissance, à la base de la philosophie, il y a la contemplation. Le moindre petit détail de notre existence, habiter chaque instant de notre existence, être capable de célébrer et d'interroger en célébrant, c'est quelque chose qui fait quoi? Qui développe notre sensibilité, qui développe des sensations, des émotions, des images. Et à la base de la pensée, à la base de l'imagination, ce sont des sensations, ce sont des émotions, ce sont des images. Plus on vit en état poétique, plus on développe son imagination et plus l'imaginaire est puissant. C'est pourquoi l'état poétique est à la base de la créativité. Il faut, pour se libérer d'une domination, la manière la plus radicale, c'est de devenir créateur, parce que ce qu'une domination supprime, c'est la capacité à imaginer autre chose que ce qu'elle vous impose. C'est ça qui est important. Ce qui fait que l'état poétique me paraît plus important que d'être poète. Je vis en état poétique. Enfin, j'essaye de vivre en état poétique. Ce qui fait que quand on vit en état poétique, on peut écrire des poèmes. Celui qui écrit des poèmes, les grands poètes, sont des gens qui vivent en état poétique extrême. C'est-à-dire, ils ont un degré de... D'une manière générale, les artistes, ce sont des gens qui vivent en état poétique. Tous les créateurs vivent en état poétique parce que la création est liée à cette capacité poétique.
et l'extrême en matière de narration, parce qu'un poème, c'est de la narration. Un poème, c'est pas un récit. Un poème, c'est une captation narrative du monde qui nous projette dans les fermetures de notre réalité, et un poème élargit immédiatement. Une musique, une grande musique, c'est pas un récit. Une grande musique, c'est une narration sensitive qui nous frappe l'esprit et qui se met à élargir notre esprit. Ce qui fait que c'est ça le plus important. Donc, développer en soi un état poétique, et quand on est un état poétique, qu'on fasse de la prose, ça n'a pas d'importance. Ce qui fait que je ne suis pas poète, c'est-à-dire que je ne vis pas à un extrême poétique de la narration, c'est-à-dire le plus extrême, c'est le poète. Le poète, il ramène du réel un langage, ce qu'il va faire de la langue. C'est ça le poème. Le poème, c'est quelque chose qui, dans la langue, va amener un au-delà de la langue. Dans la langue, le poète va amener quelque chose que la langue ignore, que la langue elle-même. C'est pourquoi les grands poètes élargissent la langue. Les mots se mettent à devenir des soleils et leur combinaison prend des élargissements absolument importants. Ça, c'est la puissance narrative extrême. Et puis de l'autre côté, on a le conteur. Mais le conteur, il fabrique des récits, c'est-à-dire, sauf s'il est dans la narration extrême. Mais celui qui produit les choses qui sont le plus proches de la réalité, ça va être le conteur. C'est pourquoi les poètes sont précieux. Les poètes renouvellent, ils sont en relation, ils sont en face du réel et ils réalimentent en permanence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un écrivain, on a les deux pôles. On a le pôle récit et le pôle poème. Et entre les deux, il faut placer son curseur. Plus on est du côté récit, plus on est au service d'un pouvoir et plus on perd la créativité. Il faut se rapprocher du poète et arriver à une intensité narrative. Voilà, on retombe dans la narration, une intensité narrative qui ne soit pas au service d'un pouvoir et d'une réduction du récit. Ce qui fait que je ne suis pas poète, mais j'écris en état poétique. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau. Je vais maintenant laisser la place aux questions dans le public. Je vais juste demander à tout le monde de parler soit en tchèque, soit en français, et toujours prendre le micro. Donc, je laisse la place aux questions. Bonjour, merci beaucoup Patrick Chamoiseau pour ces explications. Ma question sera très simple. Quel est l'ouvrage que vous considérez comme le plus réussi ou voilà, dont vous êtes fier, en quelque sorte? Quelles sont vos préférences? Puisque dans un ouvrage d'écrivain, j'ai lu quelques ouvrages que vous avez écrits. Et il y a certains ouvrages que j'aime plus que d'autres. Mais ça, c'est j'aimerais bien voir cette confrontation. C'est difficile. Un écrivain n'est pas un faiseur de livres. C'est ça, le faiseur de livres. Je ne dirais pas qu'il est dans le récit, mais bon, il fabrique des trucs. Un écrivain, c'est un processus, c'est un état poétique avec un processus d'élargissement continu du champ de conscience et de perception. Ce qui fait que chaque fois qu'il arrive à une étape, il n'est jamais satisfait. Sinon, si on est satisfait, on cesse d'écrire. Et Faulkner disait, je ne sais plus, je crois qu'il parlait du bruit et de la fureur, il disait, c'est mon plus bel échec. C'est-à-dire que ce qui était important pour lui, ce n'était pas la réussite d'un texte, c'était le courage, l'intention, le niveau d'intention, le niveau d'ambition qui était mis en œuvre dans le processus sexuel, qu'on n'allait pas réussir de toute manière, mais si l'ambition était haute, l'échec est éblouissant. Si l'ambition est basse, l'échec... Vous voyez comment?
Ce qui fait que tous mes livres sont des échecs, d'une manière générale. Ce qui fait que... Par contre, il y en a un que j'aime bien parce que je l'avais écrit juste après Chronique des Sept Misères. Et je l'avais écrit en étant très proche de l'imaginaire créole. Et j'écrivais en français, mais j'écoutais de la musique de tambour, j'étais vraiment... Et c'est Solivo Magnifique. Et vous avez de la chance, il est traduit en tchèque. Je ne sais pas, c'est toi hein, qui l'a traduit. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, ouais, bon. Il est traduit. Et Solivo, vous pouvez essayer. Ceci étant, pour retrouver les processus, ce qui me paraît le plus important, les questions de la relation, c'est écrire en pays dominé. On retrouve ça dans la matière de l'absence, ça on retrouve en tchèque. Voilà. Mais c'est vrai que Solivo Magnifique, j'aime bien parce que là, c'était la première fois que j'étais complètement créole, beaucoup proche dans l'imaginaire créole. Parce que bon, il y a eu un processus. J'allais vers la relation, mais avant d'aller vers la relation, il faut densifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je mets dans la valise, tu vois? Et c'est ça que j'ai fait dans les premiers textes. Et aujourd'hui, je suis plus en train d'explorer la question relationnelle. Et en lisant Solivo Magnifique, vous serez assez proche de ce que j'ai raconté là. Bonjour. Ce que je essaye de défendre en République tchèque, c'est la relation avec la Martinique et la République tchèque, parce que je trouve que nous avons beaucoup de choses communes. On peut commencer par notre archipel de cœur d'Europe qui ressemble à l'archipel de la Martinique. Nous aussi, nous sommes dans un carrefour où les diverses cultures ont traversé. Il y a l'histoire aussi différente, mais il y a des points qui sont similaires. Et parmi ces choses qui nous ressemblent, c'est aussi la langue. Parce que le tchèque, c'est la langue de 10 millions de personnes qui parlent tchèque. Et le créole, en total, c'est 10 millions de créoles qui en parlent. Et la question, c'est comment vous voyez l'avenir du créole? Alors, il faut savoir que toutes les cultures et toutes les civilisations et toutes les langues sont créoles. Il n'y a pas une langue qui soit surgie de rien. Il n'y a pas une culture qui soit surgie. Toutes les cultures, toutes les civilisations, tous les pays sont, à des degrés divers, sont des carrefours de rencontres, des superpositions. Le fait relationnel existe dans toute l'expérience humaine. Et le fait relationnel existe à la base du vivant. Donc, il y a, je dirais, une proto-créolisation qui a donné toutes les cultures humaines et toutes les civilisations. Vous grattez n'importe quelle histoire, vous allez voir des couches successives de différentes cultures, des gens oubliés, des dieux, des langues qui ont disparu. Enfin bon, il n'y a pas un endroit du monde qui soit monolithique dans l'expérience humaine. Mais ce qui s'est produit dans les Amériques, c'est l'ultime créolisation. C'est-à-dire que quand les civilisations et les cultures vont se ruer sur les Amériques et qu'il y aura eu tout l'accumulation de richesses, la globalisation capitaliste, le développement industriel, là, on va rentrer dans une mise en relation de la totalité du monde. Il n'y a plus de terra incognita. Toutes les autres créolisations se sont faites de manière limitée, sur des plages temporelles, alors que là, brusquement, avec une brutalité incroyable, en 2-3 siècles, le monde fait monde. Le monde fait tout monde. C'est ça l'intérêt de la créolisation des Amériques. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, si nous voulons comprendre le monde, il faut essayer de comprendre que ce qui s'est passé dans les Amériques
avec une violence extrême, c'est ce qui continue de se faire aujourd'hui. Pas avec les mêmes modalités de système des plantations, mais avec les développements technologiques, avec les écrans, avec l'intelligence artificielle, avec les mobilités, etc., il n'y a pas un seul endroit du monde qui ne soit pas exposé aux stimulations de toute nature qui viennent du monde. Et tout ce que nous vivons dans les différents pays où nous sommes est directement, aujourd'hui, directement impacté par ce qui se passe dans le monde. En plus, la globalisation capitaliste a interconnecté, enfin bon, vous voyez, nous sommes véritablement un organisme planétaire, culturel, civilisationnel. L'expérience humaine s'est soudée, on n'a plus une multiplicité d'expériences. Toute cette diversité de départ a rejoint le phénomène ultime. Donc nous sommes dans un phénomène relationnel. Alors qu'est-ce que donne la relation ? La relation ne donne pas la synthèse. La relation, c'est ma différence qui rejoint ta différence et qui, en rejoignant ta différence, produit de nouvelles différences. La différence n'arrête jamais. Le renouvellement, hein, on imagine que bon, si tout le monde est en relation, on va faire une espèce de manger cochon, enfin bon, il n'y aura plus qu'un non. On peut, en relation, d'abord avoir le souci de la diversité, avoir l'esprit relationnel, c'est se dire toutes les langues du monde sont précieuses. Avoir l'esprit relationnel, c'est se battre pour qu'il n'y ait aucune langue qui disparaisse jusqu'au bout. Et même s'il n'y a plus que 2 personnes qui parlent, il faut se battre. Mais avoir l'esprit relationnel, c'est constater aussi que des langues vont disparaître. Il y a des milliers et des milliers de langues qui ont disparu depuis l'histoire humaine. Et dans les temps qui viennent, il y a des milliers de langues. Mais ça ne sera pas avec notre accord. Nous allons faire en sorte de valoriser toute l'aventure linguistique complexe du monde. Nous allons défendre notre langue au nom de toutes les langues et avec toutes les langues du monde. Il y en a qui mourront, mais nous aurons fait de notre mieux. Ce qui fait que dans l'esprit de la relation, la diversité devient le fondement. La différence devient le plan de la relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de différence. Pourquoi cette idée d'universel est une absurdité ? Bien sûr, il y a une expérience humaine, mais cette expérience humaine, on ne peut la toucher véritablement que dans une différence. Il n'y a pas d'abstraction possible. Chaque fois qu'on veut approcher du fait humain, on tombe dans une modalité particulière du fait humain. Et même lorsqu'il aura une relation comme aujourd'hui, tout est dans tout et tout touche tout, etc., ce qui va se produire, c'est que les contacts, les chocs, les machins, vont produire de nouvelles différences, de nouvelles narrations. C'est ça ce qui fait que l'avenir des langues aujourd'hui, l'idéal, hein, si nous parvenons à domestiquer l'imaginaire de la relation, nous aurons des écosystèmes linguistiques complexes. Nous aurons une langue de science, une langue d'amour, une langue de poésie, une langue de je ne sais pas quoi. On peut imaginer ça. Et il nous faut l'imaginer. Aujourd'hui, il n'y a qu'une réalité. Il y a le grand récit occidental allié à la globalisation capitaliste avec le dogme du tout économique, de la croissance continue et du profit maximal. Et ce grand récit est arrivé à un tel degré de démence que ça donne Trump. Et ce monde qui nous désespère, mais ce n'est pas le réel du monde. Le réel du monde est infiniment plus compliqué, plus complexe. Il y a d'autres gens qui vivent autrement. Il y a déjà des alternatives. Il y a déjà de la narration différente qui existe, qui n'est pas dans ce récit-là. Et c'est ça que nous devons apprendre à voir. Et pour le voir, il faut développer en nous cet état poétique. Vous voyez, c'est ce qui fait que l'avenir du monde, effectivement, est relationnel. Dobrý večer. Já bohužel neumím francouzsky, tak se zeptám česky. Mě by zajímalo, jestli při psaní myslíte na to, kdo bude tím vaším budoucím čtenářem, jestli to nějak ovlivňuje ten váš kreativní proces a jestli je to pro vás důležité, kdo bude ten konečný posluchač vašeho příběhu a jestli se to do toho příběhu nějakým způsobem promítá
A nebo jestli naopak píšete nějakým způsobem intuitivně a necháte potom ten příběh žít vlastním životem v každém tom čtenáři. Díky. Alors, le processus de création n'est pas un processus rationnel. Le processus de création est mystérieux. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'écris, je ne suis pas dans un exercice de raison, je suis dans un processus émotionnel. C'est ça qui est important. Quel est l'intérêt d'avoir des émotions? À la base de la pensée et à la base de l'exercice de raison, il y a la stimulation de la sensation. Il y a la stimulation de l'émotion. La sensation et l'émotion vont produire des images, des couleurs, des sons, des rythmes. La musique ne nous donne pas des concepts. La musique développe en nous un certain nombre de phénomènes biochimiques qui sont de l'ordre de la sensation, de l'émotion. Et qu'est-ce que ça génère? Dans la rencontre du corps avec la partie réflexive, ça va générer des images. Et les images sont tellement polysémiques qu'elles vont générer des idées. Vous voyez le processus. Ce qui fait que le moment de la perception, c'est une mobilisation totale du corps et de l'esprit. Mais dans l'émotion. C'est l'émotion qui est le plus... ce qui fait que je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas. J'ai un vague plan, j'ai une vague intention, il y a toujours une intention. Faulkner disait qu'écrire, c'était allumer un briquet et découvrir la clairière, la forêt. Et puis brusquement, la lumière s'éteint. Et écrire, c'était aller récupérer ce qu'on avait reçu en quelques secondes, c'est-à-dire cette vision que l'on a. Lorsqu'on développe en soi un état poétique, on a une capacité de sensibilité, d'émotion, d'imagination et d'idées absolument amplifiée. Ça va générer des visions comme ça. On va générer des choses plus ou moins obscures qui surgissent dans notre esprit. Et quand on va commencer à écrire, ou quand on va commencer à peindre, ou va commencer à faire de la musique, on va aller essayer de rejoindre ce qui est passé obscurément dans la totalité de notre corps et de notre esprit. C'est ça le processus d'écriture. Alors, il y a différentes étapes. Moi, j'écris un premier jet. J'ai une vague intention. Bon, j'écris un premier jet, mais je ne comprends pas ce que j'écris, c'est-à-dire que je laisse. Et après, lorsque j'ai fini le premier jet qui peut avoir 4-5 pages, je vais relire ce que j'ai écrit pour comprendre ce qui s'est passé et pour essayer d'aller trouver s'il y a quelque chose à prendre. Alors, des fois, il n'y a rien à prendre. Et puis, de temps en temps, il y a un petit bout d'idée, un petit bout d'image, qui a été capturé. Et ce petit bout qui a été capturé va déclencher. C'est un petit fil qu'on va continuer à tirer. Et je continue à plonger dedans et je développe encore. Vous voyez, ce processus-là est très particulier. Ce qui fait que le plus important pour un créateur, pour un être humain, l'être humain le plus pauvre, c'est celui qui n'a pas de créativité. Ça, c'est l'enfer. Là, on est vraiment réduit au stade animal. Sapiens, c'est un créateur de monde. Et Sapiens habite sa narration. Et il habite son monde. Et c'est ça qu'il faut cultiver en nous. Ce qui fait que l'artiste, le créateur artistique, c'est celui qui va vivre un état extrême de l'état poétique. Mais n'importe qui d'entre nous, un grand chirurgien, c'est quelqu'un qui développe un niveau d'état poétique qui le rend très imaginatif et très créatif. Un grand journaliste, un grand pédagogue, un grand scientifique, c'est d'abord un état poétique, c'est-à-dire une espèce de curiosité émerveillée, célébrante pour tout le possible du réel. Et c'est parce que l'imagination et la sensibilité, et le corps et les sensations sont alimentés par le tout possible du réel que des combinaisons peuvent se produire de manière complètement obscure avec l'imagination et avec l'imaginaire. Ce qui fait que le plus important, c'est de développer son état poétique. Et développer l'état poétique, c'est vivre en amour, c'est vivre en amitié. L'acte de création est un acte d'amour.
il n'y a pas de création sans amour. Il faut jeter une espèce d'ouverture totale sur ce qui est cherché, et c'est cette espèce d'investissement émotionnel total qui va générer une grande œuvre. C'est une manifestation absolument incroyable d'un élan d'amour, l'amour grand, là, au-delà de l'agapé. Ouais, c'est tous ces processus-là qu'il faut. Ce qui fait que développer votre état poétique, lisez, écoutez de la musique, dansez, aimez, ayez des amis, soyez solidaires, enfin bon, toutes choses que Trump ne connaît pas. C'est le seul moyen de lutter contre lui, c'est de développer cette dimension. Il n'y a pas d'artistique dans Trump et il n'y a pas d'état poétique, ça c'est sûr. Et Hitler est un très mauvais peintre. C'est un bon signe, tu vois. S'il avait été un grand peintre, on aurait pu être inquiet. Mais là, on sait que même lorsqu'on peut être humain, on sait qu'un être humain peut être barbare et inhumain. Mais nous savons que les pires éléments de l'humanité ne sont pas en état poétique et qu'il leur manque cela. Ce qui fait que sauvez-vous, quoi. Lisez Kundera, écoutez de la musique, regardez, dessinez. Ouais. Ça, c'est l'état poétique. Kundera écrivait, mais il dessinait, il gribouillait. Il s'intéressait à la musique. Moi, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. J'aime sculpter, j'aime la musique. Enfin bon, c'est ça l'état poétique. Et c'est ce processus-là qui est à la base, quel que soit le domaine dans lequel vous allez l'exercer, dans la technique, dans l'enseignement, dans n'importe quoi, c'est ça qui va nourrir votre accomplissement. Oui. Bonsoir. Vous avez dit, après la parution de La matière de l'absence, que vous n'écrirez plus de romans. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a fait revenir sur cette décision ? Oui, toute l'histoire du roman est une contestation du roman. Toute l'évolution littéraire, c'est une contestation de la forme. La puissance du roman vient du fait que le roman n'a pas de forme. Le roman a dominé tous les genres littéraires parce que c'est une forme métamorphique, enfin bon, protéiforme, ce qui fait que le roman avait une très très grande plasticité que la poésie a essayé de rejoindre. On est sorti des formalismes, versification, etc., pour de plus en plus entrer dans une liberté de la forme. Et l'histoire du roman, c'est une contestation de toutes les limites du roman, ce qui fait que potentiellement, le roman n'a pas de limite, sauf peut-être dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on se dit roman, si on se met à sa table et qu'on se dit roman, il y a des pesanteurs historiques, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a aimé, tout ça risque de peser. Deleuze disait que ce qui était terrible pour un écrivain, on parlait de l'angoisse de la page blanche, il disait que ce qui était terrible pour l'écrivain, ce n'est pas que la page soit blanche, c'est qu'elle soit pleine. Elle est blanche, mais elle est pleine. Elle est pleine de tout ce qui nous pèse, de tout ce que nous aimons, de tout ce qui a été dit, tout ce qui a déjà été écrit, pleine de petites réalités, pleine de récits, pleine de grands récits. La page est pleine. Et tous les créateurs, au moment où ils vont passer à l'acte de création, ils vont vider la page. Créer, c'est vider la page. Ce qui fait que quand j'ai enlevé le terme roman dans mes trucs, quand je m'assieds, je dis, à un moment, je voulais écrire des poèmes. Je dis, non, ça ne m'importe pas d'écrire des poèmes, d'écrire des romans ou d'écrire des essais. Quand j'arrive, je vide la page. C'est-à-dire que je jette sur le papier des organismes narratifs. Voilà, c'est ça le terme. Organisme narratif, c'est-à-dire que dans l'organisme narratif, je n'ai pas de préconçu. La page est vidée et je suis dans une liberté totale. Et l'intérêt de l'organisme narratif, c'est qu'on peut avoir les couleurs du mythe, on peut avoir des poèmes apparents, on peut avoir des bouts de récits, on peut avoir une complexité narrative absolument inouïe. Mais ce qui est important,
c'est qu'en utilisant le terme, en se débarrassant de tous ces termes qui sont très pesants, on essaye de se mettre en situation de faire ce que Baudelaire disait, c'est-à-dire sauter dans l'inconnu pour trouver du nouveau. Donc l'idée d'organisme narratif, c'est ce que je demande de mettre. Et mieux, je demande de ne rien mettre. Plutôt que de le mettre au moins, je mets organisme narratif. Sinon, quand j'écris, je suis dans la situation. Alors que quand j'écrivais Texaco, etc., j'étais dans l'idée du roman. Un roman très libre, etc. Mais j'étais dans l'idée du roman. Maintenant, notre problème, c'est d'être le plus proche possible de la complexité du réel. Plus proche possible. Et dans le réel, il y a toutes les formes possibles de la narration. Le réel, c'est la narration imprévisible, totale, complètement impensable. C'est là-dedans qu'il faut. Parce que c'est ça qui a servi de stimulation à la créativité de Sapiens. C'est le choc avec l'impensable du réel. La créativité a besoin d'un choc, d'un impossible. Le réel, pour nous, c'est un inconcevable. Et c'est en se confrontant à cet inconcevable qu'on peut arriver à créer de nouvelles formes, de nouvelles matières, et d'avoir une narration extrêmement ouverte, qui peut prendre toutes les formes possibles. Donc, c'est retrouver une sorte de, je dirais, d'état poétique extrême. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette conférence qui est passionnante. Vous avez distingué le récit et la narration. Et maintenant, j'ai une question du point de vue d'un historien, parce que je parle de l'expérience de l'historien et en histoire, en écriture de l'histoire. Une sorte de récit est presque indispensable, parce que c'est le récit, généralement, qui nous permet d'organiser les faits qui sont partout, qui sont un peu chaotiques, dans un ensemble qui est un peu plus cohérent. Et ce qui m'intéresse, c'est la question si on peut faire, je ne sais pas, l'histoire de la Martinique ou l'histoire de la créolité à partir de la narration, sans récit. Donc, en utilisant le conteur créole et l'inspiration du conteur créole pour faire une histoire de la Martinique ou une histoire de n'importe quelle île, de n'importe quel autre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'histoire, c'est de la narration, c'est des récits. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la Révolution française, qui m'a beaucoup fasciné. Et toutes les générations d'historiens n'ont pas cessé de raconter la Révolution française autrement. Toutes les histoires sont des récits. Il y en a pas, c'est des récits. C'est-à-dire que c'est au service. Faire croire que l'historien aurait une espèce d'objectivité absolue, etc., ça ne marche pas. On est toujours l'historien de son époque, avec les contraintes. C'est vrai que la démarche scientifique de l'historien fait que l'historien n'est pas un romancier, ça c'est vrai. Mais ce que l'historien organise, bon gré, mal gré, c'est des structures de récits qui sont au service d'un pouvoir. Moi, j'ai quand même récité en histoire nos ancêtres les Gaulois, c'est-à-dire aux Antilles, dans toutes les colonies des empires, l'histoire officielle, c'était l'histoire qui était apprise, etc. Donc, l'histoire a toujours été au service de pouvoir. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les nouveaux historiens, bon, on ne connaît pas tous, Patrick Boucheron, etc., il y en a qui ont compris que le récit dominant occidental, on ne pouvait pas lui laisser la narration du monde et qu'il fallait trouver une forme de narration où toutes les présences, tous les points de vue, toutes les sensibilités seraient... alors, c'est ça la grande question. Ce qui fait que le grand historien à venir, c'est celui qui va se poser la question de la narration. Comment faire pour que l'histoire ne soit pas un récit? Et ça, c'est très difficile. Parce que la narration du monde, il nous faut une narration du monde. Il ne nous faut pas un récit du monde. Il nous faut une narration du monde. Où tout, à la limite, tous les récits se rejoignent. Vous voyez, il y a une grande pauvreté. On ne le mesure pas. Moi qui suis écrivain, je le mesure. Comme moi, je cherche des éléments sur l'Afrique, sur l'Asie, je trouve encore. Mais sur la merveille africaine, il y a une invisibilisation de l'Afrique qui est absolument terrible. Et toutes les civilisations, toutes les sapiens humaines qui ne soient pas occidentales sont minorées. Et aujourd'hui que nous avons besoin de l'intelligence collective humaine,
nous avons besoin de récupérer toutes ces intelligences-là, toutes ces formes, toutes ces approches, toute cette diversité culturelle. Il faut que nous arrivions à les mettre dans une rencontre narrative ouverte. Ce qui fait que l'idée, c'est de rejoindre ce qui est à la base de la créativité de Sapiens, c'est la narration fondamentale. Ce qui fait que si vous connaissez un historien qui est plus dans la narration que dans le récit, vous avez un grand historien. Et d'ailleurs, l'historien de la relation sera dans la narration. Parce que ce qu'il raconte sera au service d'un en commun où il n'y a pas de pouvoir, de hiérarchisation, etc., etc. Les histoires nationales, c'est des récits. L'histoire de France, avec l'histoire de la Tchéquie, tout ça, c'est des récits. Ça, c'est des blagues. Donc, il faut se libérer de ça. C'est le seul moyen de dire, voilà, il y a une richesse de l'expérience humaine qui s'est faite dans des différences, des trucs, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, il y a des violences, mais il y a des illuminations, il y a des choses. Et nous devons récupérer toute cette intelligence collective-là. Et notre état poétique doit nous permettre de trouver comment être riche de cette diversité, comment retrouver l'imaginaire de Ségalen. Ségalen, c'est le grand poète de la relation. Vous lisez Essai sur l'exotisme et vous lisez ses textes. C'était un médecin militaire, mais lorsqu'il a rencontré les peuples différents, il n'a pas fait comme les colonialistes, qui a dit « Ah bon, il est différent de moi, donc je vais le christianiser, le civiliser, je vais le mettre dans mon récit. » Voilà. Le colonialiste, il vous met dans... Ségalen a dit « Mais la diversité du monde, c'est la richesse de l'homme. » Il dit que le divers, la diversité décroît, c'est là le grand problème. La grande misère, c'est la disparition de la diversité. Et quand on regarde un écosystème vivant, un écosystème qui est en bonne santé est un écosystème où la diversité, différentes forces antagonistes et solidaires entrent dans une complexité avec des équilibres qui changent tout le temps. Enfin, c'est ça que nous devons apprendre à faire. Et la nouvelle histoire est dans cette logique, hein, avoir une narration du monde qui soit débarrassée du récit. Mais il y a encore du travail. Alors, bonjour monsieur. Je voudrais encore retourner à la question de l'état poétique, parce que vous avez dit qu'être créateur, c'est aussi de sortir de la... pardon, j'ai juste noté, de domination, sortir de domination. Ça m'a juste fait penser à des logiciels d'aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui permet de générer... peut-être quelqu'un le nommerait création. Et juste, je me dis, est-ce que ces logiciels, c'est une manière aussi de nous priver de cette liberté d'être dans cet état politique ou de... Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Moi, je pense que quand on regarde l'histoire de l'Homo sapiens, c'est de la narration. Il ne supporte pas l'impensable du réel, donc il simplifie le réel, il crée des symboles, il crée des dieux, bon. Il se crée des valeurs. Et cette narration de Sapiens lui a permis de développer une activité technique, l'homo faber. Et Sapiens, quand on le regarde de près, c'est un animal, mais c'est le plus désolé des animaux. Il n'a pas de dents, il n'a pas de force. Ce qui fait que Sapiens a utilisé la technique pour prolonger son corps. Sapiens a toujours intégré, toujours rapproché la technique de ses capacités corporelles. Il a développé une exotechnique, une sorte de soma technique, c'est-à-dire que c'est son corps qui est protégé. Nos lunettes, regardez comment nous ne pouvons pas déjà, tout le monde a son portable. Il y a une extension du portable. Qui c'est qui lâche son portable dans la journée? Personne, c'est très difficile. Les lunettes, la voiture, qui c'est qui veut vivre sans voiture? Donc Sapiens a agglutiné autour de son corps tout un développement qui prolonge ses capacités techniques. Ce qui fait que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un nouvel outil.
C'est comme la voiture, c'est comme les lunettes, c'est tout ce qu'on a comme un portable. C'est un nouvel outil qui est à notre service. Et c'est sûr qu'on peut prédire qu'il y aura une fusion entre Sapiens et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle arrive à un moment où les données que nous avons à traiter, les données scientifiques que nous devons à traiter et les données de la complexité du réel, puisque nous nous rapprochons, nous sortons des réalités closes et nous commençons de plus en plus à regarder la complexité imprévisible et impensable du réel. Et nous avons un tel développement de connaissances scientifiques à notre portée que nous ne sommes pas en mesure de traiter toutes ces données. Et l'intelligence artificielle arrive à un moment où on a besoin de cette capacité à traiter les données pour penser nous-mêmes et avancer nous-mêmes. Ce qui fait qu'il faut accéder à l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser avec toutes les précautions éthiques, etc. Et il faut s'attendre à ce que Sapiens fusionne avec l'intelligence artificielle et que dans les années qui viennent, nous soyons très rapidement augmentés. C'est-à-dire, on aura, si on prend les nanotechnologies, avec une puce de quelques petits millimètres, on pourra développer notre mémoire, développer nos capacités de langue. Enfin bon, vous voyez, l'extension est terrible. Et moi, je crois que c'est ce qui va se faire. Bon, je sais que ça épouvante beaucoup de gens, mais il suffit de regarder l'évolution de l'humanité. Sapiens a toujours récupéré la technique et a développé un corps technique. Voilà. Regardez notre corps technique, c'est-à-dire tous les outils, toutes les machines qui sont autour de notre corps pour nous aider à vivre. Nos arrière-grands-parents n'avaient pas ce corps technique. Nous avons développé, et plus ça va, nous développons un corps technique. Et le grand corps technique, la grande extension technique qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Et elle arrive à un moment où les données sont tellement massives, tellement énormes, qu'il nous faut une aide pour traiter tout ça. Et voilà, donc je n'ai pas... Alors, l'état poétique, c'est justement une capacité à garder, à retrouver ce qui fait l'extrême humanité que la machine n'a pas. À mon avis, il sera très, très difficile pour la machine de vivre, d'atteindre l'état poétique d'un être humain. Et c'est l'état poétique qui est déterminant. Ce qui fait qu'en état poétique, vous pouvez utiliser les capacités de la machine et avancer en devenant beaucoup plus humain. Et ça, c'est difficile à penser, mais c'est ce qu'il y a. Ce qui fait que je pense fondamentalement que c'est une erreur de développer des oppositions à l'IA. Il faut prendre toutes les précautions éthiques. Bon, ça, c'est acquis. Mais bien comprendre l'enjeu. Moi, je vais écrire avec l'IA. Je ne sais pas dans combien de temps, mais je commence à me rapprocher, à m'intéresser. C'est absolument formidable. Si j'avais, lorsque j'ai commencé à écrire des poèmes à 12 ans, si j'avais eu l'IA, ça aurait été absolument fabuleux. Donc, nous entrons dans une nouvelle possibilité. Donc, il faut être très ouvert à ça. Bonjour. Vous avez parlé du conteur créole et son importance historique en Martinique. Je voudrais savoir votre opinion sur le conteur créole dans la société actuelle. C'est-à-dire que dans la société actuelle, on l'a dit, il nous faut trouver dans le domaine de la littérature, donc les artistes du langage. Un artiste, c'est quelqu'un qui développe, qui travaille avec des matières et des forces et des formes. Pour l'artiste du langage, la matière, c'est la langue, la forme, les formes, c'était romans, etc. Maintenant, c'est l'organisme narratif. Et les forces, ce sont les dynamiques qui sont en cours dans les situations existentielles et dans les situations monde. C'est toujours comme ça. Il faut lire ce que Deleuze a écrit sur Bacon. Il a fait un petit livre sur Bacon pour analyser le processus de créativité de Bacon.
Et il montrait à quel point Bacon, pour l'artiste plasticien, la matière, c'est la peinture, c'est la couleur. Les formes, ce sont les œuvres qu'il dessine. Et les forces, Bacon exprime, il capture des rapports de force dans les corps. Enfin, vous regardez un petit peu, vous verrez. Ce qui fait que l'artiste du langage, sa matière, c'est la langue. Les formes, c'est l'organisme narratif, donc la narration, par le récit. La narration, et après, c'est trouver les forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos situations existentielles, quelles sont les forces qui nous déterminent, qui pèsent sur nous? La relation est une force. La relation est une force puissante. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que toutes les régressions auxquelles nous assistons, racistes, nationalistes, intégristes, sont des réactions à la force de la relation. La force de la relation qui fait rentrer dans les petits conforts monolithiques des cultures et des perceptions toute la diversité du monde, tout l'imprévisible du monde, toutes les accélérations technologiques et toute la mobilité qui se développe dans le monde. Ça, c'est des forces. Ce qui fait que la force relationnelle, c'est la force la plus déterminante aujourd'hui pour un artiste. Tous les artistes aujourd'hui ne peuvent pas ne pas prendre en compte la force relationnelle. Il en est d'autres. Le capitalisme, c'est une force. Enfin bon, il faudrait bien réfléchir à cette notion de force. Donc, matière, forme et force. Ça, c'est la base totale. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Ce qui fait que le conteur créole aujourd'hui, conteur créole, c'est une forme qui était liée au système des plantations. Et c'est bien que vous posiez la question, parce qu'en Martinique, on a cru que le conteur créole, c'était la forme. Ce qui fait que les gens se sont dit, ah oui, on va garder l'héritage du conteur créole, donc on va faire des petites scènes, on va mettre des flambeaux, on va s'asseoir en rond, on va se mettre la nuit, et puis il y a des types qui vont venir conter des contes. Là, il y a une sorte de folklore. Mais quand vous prenez une forme culturelle qui a surgi et que vous la répétez mécaniquement, vous la folklorisez. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en matière d'art, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est l'esthétique qui est mise en œuvre. Le conteur créole, c'était une présence, c'est-à-dire une esthétique puissante, avec une narration qui contredisait le grand récit colonial esclavagiste. Et la continuité du conteur créole, ce n'est pas des petits conteurs avec des petits bâtons et des petits flambeaux. La continuité du conteur créole, c'est un surgissement esthétique et artistique qui prennent en compte l'héritage esthétique du conteur. C'est pourquoi dans mes livres, j'essaie de dire, mais quelle est l'esthétique du conteur? Quelle est sa boîte à outils? Et en Martinique, la succession véritable, c'est assez incroyable. La succession du conteur créole, ce n'est pas les petits conteurs qui font l'oralité. Oui, l'oralité, on est dans l'oralité, notre culture est orale. Ce n'est pas ça. Celui qui prend le relais immédiat du conteur, c'est un poète, c'est Aimé Césaire. Et quand on analyse les deux esthétiques, elles sont proches. Et Césaire, c'est une présence esthétique. Et qui va prendre le relais de Césaire? Ce n'est pas les milliers de poètes qui vont chanter le nègre, la négritude, l'Afrique, etc. C'est Glissant, qui, lui, tout de suite, il va chanter la relation. Donc, les émergences esthétiques fonctionnent de présence en présence. Ce qui fait que dans les dynamiques culturelles qui se font à une époque, si la dynamique culturelle n'est pas scientifiquement analysée et esthétiquement analysée, on va vers des processus de folklorisation. Et le problème, c'est que toutes les cultures des Caraïbes qui sont apparues dans le système des plantations, elles étaient sous la domination du récit occidental, de la culture occidentale, et elles se sont folklorisées. On a répété mécaniquement, ah ouais, nos ancêtres dansaient comme ça, on ne comprend pas ce qu'ils font, mais on reproduit des formes mécaniquement et on entre en folklorisation. Ce qui fait qu'en matière d'art, il n'y a pas d'avancée. Un poète n'est jamais plus important qu'un autre poète. Une présence artistique qui a surgi, c'est comme une porte qui s'ouvre.
Une grande porte est ouverte. Et lorsqu'une autre présence s'ouvre, c'est une autre porte qui s'ouvre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes environnés de portes esthétiques et artistiques qui sont ouvertes dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature. Et nous pouvons aller puiser dans ces portes-là. C'est ça qu'il faut... Donc, toutes les portes sont bonnes. Aujourd'hui, avec l'imaginaire de la relation, avec les problèmes que nous avons, il faut penser les choses autrement. Nous pouvons tout relire. Nous pouvons relire Proust sous l'imaginaire de la relation, Rabelais. Rabelais, c'est déjà dans la relation. Vous pouvez relire Héraclite, tous les présocratiques. Vous pouvez replonger dans tout. La relation est déjà là. C'est ça qui est extraordinaire. On n'avait pas vu la dimension relation parce qu'on était préoccupé par d'autres... par exemple, Césaire. Tous ceux qui lisent Aimé Césaire vont le lire sous l'angle de l'anticolonialisme, la négritude, l'Afrique. Ce sont des choses qui lui ont servi. C'était son contexte de combat. Mais Césaire est largement plus puissant que ça. C'est un grand poète qui était confronté à une circonstance historique particulière qui était la colonisation, etc. Il s'est battu contre ça, mais il s'est battu avec toutes les armes de la poésie. C'est-à-dire qu'il a ouvert une porte esthétique puissante. Et cette porte peut aujourd'hui nous aider à penser la relation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il n'y a pas de contreur créole aujourd'hui. Il faut trouver ceux qui, aujourd'hui, nous aident à penser la narration. Et l'idée de narration, elle est intéressante parce que pour imaginer ce que peut être la relation, il faut regarder la musique. Moi, j'écoute le jazz. Le jazz, c'est la relation contemporaine. Quelle est la modernité contemporaine? Nous sommes des sociétés d'individus. Nous n'avons pas de prêt-à-porter existentiel communautaire. Nous devons construire notre éthique, pas à l'échelle de ma langue, mon clocher, mon pays, ma nation, mais dans le tourbillon du monde. C'est quoi un orchestre de jazz? C'est la guerre civile des individus. Un orchestre de jazz n'est pas un orchestre philharmonique avec une partition communautaire bien écrite et chacun est là avec sa part. Non. L'orchestre de jazz, quand Miles Davis enregistrait un disque, il prenait des individus, des monstres d'individuation, des expériences sensibles, esthétiques, des types qui avaient développé dans leur combat avec leur vie, leur souffrance, ils avaient développé une esthétique puissante et ils les mettaient ensemble. Et c'est là que la guerre civile commençait. Mais comme il n'y a pas de partition, la plupart des jazzmen, quand ils ont une vague mélodie, ils ont une vague intention, et après, qu'est-ce qui se passe? Ils improvisent. Quand on n'a pas de prêt-à-porter existentiel, aujourd'hui, nous sommes obligés d'improviser notre vie. Il n'y a pas de modèle. Personne ne peut vous dire voilà comment il faut vivre. Parce qu'il nous faut vivre individuellement dans les flux accélérés relationnels du monde. Donc, nous improvisons. Et c'est pourquoi le jazz, c'est la musique de la relation. Et c'est pourquoi le jazz, c'est la musique la contemporaine la plus importante. Et toutes les musiques, polyrythmie africaine, individuation et improvisation, reggae, zouk de la Caraïbe, sont des musiques très, très contemporaines. Vous voyez un petit peu... ce qui fait que l'idée de narration, écoutez de la musique, écoutez du jazz, vous entendrez de la relation, vous ne verrez pas de récit. Pas de récit. Et alors que dans les vieilles musiques communautaires, il y a des petites mélodies, on voit le début. Hein. Jazz, non, tout est explosé d'emblée. C'est l'imprévisible, l'impensable, le chaos générique du réel. Et on vit avec ça. Et ils sont là-dedans, ils improvisent, et ils se nourrissent, et ils produisent des formes inattendues. Et des fois, ils captent, quand ils enregistrent, ils captent le surgissement imprévisible de ce qui va se faire. Il y a des fois où ça ne donne rien, et puis il y a des fois où le génie humain apparaît. Mais une fois qu'ils ont fait ça, très difficile sur scène de le refaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se produit sur scène, c'est encore un nouveau moment créatif un peu imprévisible. Alors, ce qui va se produire, c'est que s'il y a eu des réussites, ils vont commencer à répéter les mélodies qui ont surgi, etc. Ça s'équilibre. Mais fondamentalement, l'esprit de jazz, c'est l'esprit de l'individuation qui improvise en présence d'autres individuations accomplies. Et
la forme qui surgit, ce n'est pas une forme communautaire, c'est un nous. Et ça, c'est important. Dans l'ancien imaginaire, nous avions des communautés, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous essayons d'être ensemble, nous voulons former des communautés. Mais une communauté, c'est un système symbolique qui maintient l'individu à très basse intensité. Ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est que nous créons des nous. Et ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est de voir votre arbre relationnel, pour voir votre santé relationnelle. Si dans votre arbre relationnel, vous avez beaucoup de nous, c'est quoi un nous? C'est vos combats, vos engagements, vos idéaux, ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, etc. Il y a plein de... Ce qui fait que pour toutes les choses qui nous donnent du souffle et qui nous élèvent, nous sommes engagés dans différents éléments. Mais ce sont des nous, ce ne sont pas des communautés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en situation relationnelle, notre santé relationnelle, c'est notre capacité à nous engager dans la matière du monde en créant des nous. Mon nous écologique, mon nous féministe, mon nous, tous les nous que vous pouvez imaginer, vous créez une grande santé relationnelle. Si vous faites votre arbre relationnel et qu'il n'y a pas beaucoup de nous, vous êtes très malade. Et il faut essayer de... Ce qui fait que ce qui remplace l'arbre généalogique, qui était communautaire, c'est l'arbre relationnel. Voilà, c'est des notions qu'il faut fréquenter et avancer avec. L'un de vos derniers livres, dont le titre est La puissance de la littérature quand elle ne peut pas. Que peut littérature quand elle, voilà, c'est ça. Quand elle ne peut. Oui, là où vous faites la différence entre le pouvoir et la puissance, n'est-ce pas? Et ça me fait penser aussi à Václav Havel, qui parlait justement de la puissance des impuissants. Est-ce qu'il y a un lien Ah oui, on parle aussi de la puissance de la faiblesse, la puissance de la tendresse, etc. La puissance, c'est des potentialités sans limite. La littérature n'est pas un pouvoir, c'est une puissance, parce qu'elle peut déclencher, par ses stimulations artistiques et esthétiques, elle peut déclencher dans notre corps et dans notre esprit des images, des sensations, amplifier notre imagination et nous révéler des choses. C'est ça la puissance. Mais ce qui est intéressant dans la puissance, c'est qu'elle elle est fondamentalement une très large gamme de potentialités. Ce qui fait que si vous exercez votre puissance en essayant de développer à fond toutes les potentialités de la puissance, vous perdez la puissance. C'est-à-dire que la puissance, c'est la puissance de faire, mais c'est aussi la puissance de ne pas faire. Qui fait que lorsqu'un poète écrit, il y a autant de capacité de faire, c'est-à-dire de développer une esthétique, que de capacité à retenir la création. Je ne sais pas si c'est la vraie puissance et la puissance de ne pas faire. C'est-à-dire une puissance dont on dispose, mais qu'on ne transforme pas en une mise en œuvre de pouvoir, etc. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que je peux changer? Ça coupe, ouais. Donc voilà ce que je peux dire sur la puissance, et j'aime beaucoup cette idée. Ce qui fait que la plupart dans la création, il y a une retenue. Quand on écrit, même quand mettons, on est en état poétique et puis on se déverse, on fait un poème de 200 pages, c'est-à-dire qu'on lâche. Là, c'est une maladie de la puissance. La puissance, c'est véritablement à la fois la capacité de faire qui se maîtrise. Et qui se maîtrise. Et c'est pourquoi les puissances comme les puissances esthétiques et artistiques
ne dégénère pas en pouvoir. Ce qui dégénère en pouvoir, c'est quand la puissance se met à entrer dans un délire du faire et de l'agir et de la... Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'un pouvoir, c'est une puissance qui est dégénérée. D'ailleurs, Kundera, c'est ça. Il y a une très grande sobriété dans la narration. Kundera. C'est un scalpel. C'est une composition. La composition du texte est musicale. Il faisait de la composition musicale. Les textes de Kundera sont structurés comme des partitions musicales sur 7 rythmes. Et c'est très subtil. Très grande maîtrise, une très grande sobriété. Il aurait pu raconter des trucs sur 700 pages. Non, c'est... Le texte, est, vous voyez, la puissance, c'est ça, c'est retenir les possibilités. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau. Merci, Patrick. Že vážil kroky z Martiniku až sem. Děkuji nejenom skvělé překladatelce, ale i skvělé moderátorce Milaně Fučíkové. A chci poděkovat moc překladatelkám, kteří byli teda... musím říci, že překládat kreolského vypravěče, to je teda kousek. Jo. Moc krát děkuji. Přeji pěkný večer. Já bych vám ještě ráda znovu nabídla, v zadní části sálu si můžete koupit publikace Patrika Chamoise vydané v češtině. Máme zde všechny 3 a myslím, že Patrik bude tak ochotný a podepíše je. U jedné z těch publikací zde máte ideální příležitost nechat si podepsat i překladatelku, takže ji určitě využijte. Hezký večer.